Le Togo commémore ce samedi le 64e anniversaire de son indépendance. Pour marquer cet événement et aussi renforcer le vivre ensemble, le chef de l'État Faure Gnassingbé accorde une mesure de clémence à certains détenus des prisons du pays. Il s'agit en effet d'une grâce présidentielle à 808 condamnés. Cette grâce du chef de l'État vise principalement les détenus en fin de peine recensés dans les prisons civiles de Dapaon, de Mango, de Kanté, de Kara, d'Aneho et de Lomé, entre autres. Si la libération de ces prisonniers incarne l'esprit de pardon et d'inclusion, offrant une nouvelle opportunité à ceux qui sont touchés par le système pénal, selon les autorités, elle permet de désengorger les centres carcéraux. Rappelons que parmi ces maisons d'arrêt, la prison civile de Lomé connaît une surpopulation. Elle compte plus de 2000 détenus au lieu de 600 selon les organisations de défense des droits de l'homme. Les conditions de détention de ce centre avaient fait réagir les Nations Unies en 2018 qui avaient formulé des recommandations au Togo, à Genève en Suisse, après la présentation de son 3e rapport périodique. Mais plus de 5 ans après, rien n'est fait et la prison continue d'accueillir les hors-la-loi. Dans son dernier rapport annuel sur les droits de l'homme, Amnesty International a adressé un tableau préoccupant de la situation mondiale, mettant en lumière les violations systématiques dans de nombreux pays et alerte sur la défaillance des mécanismes internationaux. En 2023, les atteintes aux droits de l'homme ont été d'une ampleur considérable à travers le monde. Dans le monde entier, des autorités ont étouffé l'opposition en réprimant les libertés d'expression, d'association et de réunion pacifique en ayant recours à une force illégale contre des manifestants. Le Togo n'a pas été épargné par cette tendance alarmante. Le rapport d'Amnesty International souligne que le pays continue de faire face à des violations graves des droits de l'homme, notamment des arrestations arbitraires, des actes de torture et des restrictions à la liberté d'expression. Les autorités togolaises ont particulièrement réprimé le droit à la liberté d'expression et le droit de réunion pacifique. Des journaux ont été suspendus et des journalistes condamnés à des peines d'emprisonnement pour des accusations de diffamation ou de publication de fausses informations. La Cour de justice de la CEDEAO a statué sur 3 de ces affaires selon le rapport. Mais les inquiétudes ne se limitent pas aux violations des droits civils et politiques. Le rapport souligne également les lacunes dans les services de santé du Togo, en particulier en ce qui concerne l'accès aux soins de santé maternelle. Le manque de personnel qualifié, la vétusté des équipements et la mauvaise qualité des soins compromettent la santé et le bien-être des femmes enceintes. Dans de nombreux établissements de santé maternelle, le manque d'effectifs et l'absence d'installations sanitaires adéquates entravent la capacité à fournir des soins appropriés aux patientes, soulignant ainsi l'urgence d'une action pour remédier à cette situation critique. Dans les rues animées du Togo, un problème persistant reste largement méconnu, celui des enfants des rues. Ce phénomène, loin de se résorber, prend de l'ampleur. Une étude menée en 2015 a révélé que plus de 6 000 enfants togolais étaient en situation de rue, principalement à Lomé. Ce chiffre a grimpé à 10 000 en 2022. Les causes de cette réalité sont multiples, avec une part de responsabilité qui incombe aux parents. De la négligence parentale à la maltraitance intrafamiliale, en passant par la dissolution des structures familiales et la précarité économique, les enfants se retrouvent souvent livrés à eux-mêmes. Âgés de 8 à 17 ans, majoritairement de cis masculins, ils font face à une multitude de défis tels que l'absence d'accès à l'éducation, à la santé et à un logement convenable. De plus, ils sont exposés à diverses formes de violence, d'abus et à la consommation de substances psychoactives ainsi qu'à la malnutrition. Face à ces défis préoccupants, des programmes de réinsertion sociale, d'éducation et de formation professionnelle sont mis en place pour offrir à ces enfants une meilleure perspective d'avenir. En outre, la Journée internationale des enfants des rues, célébrée chaque année le 12 avril, revêt une importance capitale.
Elle vise à attirer l'attention sur les droits de ces enfants et à encourager des actions concrètes pour améliorer leur situation. C'est une occasion de sensibiliser le public, de mobiliser les gouvernements et les organisations en faveur de ces enfants vulnérables. Depuis 2020, la production animale augmente chaque année, et ce, d'une région à une autre. D'après les chiffres publiés par le ministère en charge de l'élevage, en 2023, la région des Plateaux est reconnue comme celle ayant produit plus de produits carnés. Sur un total national de 45,5 millions de têtes, la région des Plateaux a, elle seule, produit 15,3 millions de têtes. Cette production comprend les volailles et les petits ruminants. Mais en production porcine et bovine, c'est la région des Savanes qui est en tête du peloton avec le double de ce qui est produit dans les Plateaux. Malgré la hausse de la production animale, l'autosuffisance en produits carnés est loin d'être atteinte. Le taux de couverture des besoins en produits carnés est largement déficitaire et la consommation de viande et abats par habitant et par an est estimée à 7,5 kg alors que la norme préconisée est de 12 kg par habitant et par an, selon la feuille de route pour la transformation du système alimentaire au Togo dans le cadre de la mise en œuvre de l'agenda 2030. Pour combler ce déficit, le pays est obligé d'importer des animaux sur pied, 30 000 têtes de bovins, 40 000 têtes d'ovins et de caprins, 1 million de volailles et des produits carnés de près de 10 000 tonnes chaque année. Des minerais de son se trouvent-ils dans les produits fabriqués par Apple? C'est ce que soupçonnent les autorités de la RDC. Elles accusent le géant américain du numérique d'utiliser des minerais exploités illégalement sur leur territoire par des groupes armés soutenus par le Rwanda. Kinshasa s'est donc attaché les services de 2 cabinets d'avocats dans les litiges concernant des individus et des entreprises impliqués dans la chaîne d'extraction, d'approvisionnement et de commercialisation de ressources naturelles et de minerais pillés en RDC. Ces conseils ont écrit au patron de la marque à la pomme. Ils demandent des explications sur l'origine de minerais utilisés par sa société. Un courrier a aussi été envoyé aux filiales françaises. Apple dit vérifier l'origine des minerais utilisés dans la fabrication de ces produits. Mais pour les avocats congolais, cette affirmation ne repose sur aucune preuve concrète et vérifiable. Ils attendent donc d'Apple des réponses dans 3 semaines. La RDC est le premier producteur mondial de cobalt. Le Premier ministre tanzanien a annoncé la mort d'au moins 155 personnes dans des inondations et glissements de terrain qu'il attribue au phénomène climatique El Niño. Le Premier ministre tanzanien Kassim Majaliwa a annoncé ce jeudi que les inondations causées par les pluies diluviennes ont tué au moins 155 personnes et fait plus de 200 000 sinistrés à travers la Tanzanie, soit plus du double du nombre de morts rapportés il y a 2 semaines alors que les précipitations augmentent, en particulier dans la région côtière et dans la capitale Dar es Salaam. Plus de 50 000 foyers ont été touchés et des centaines de personnes ont été blessées. Selon le chef du gouvernement tanzanien, ce cataclysme serait dû au phénomène climatique El Niño qui aurait aggravé la saison des pluies en cours, provoquant des inondations, des glissements de terrain et détruisant les routes, les ponts et les voies ferrées. Les écoles inondées ont été fermées et les services d'urgence sont mobilisés pour secourir les personnes bloquées par les eaux. Les autorités tanzaniennes ont conseillé aux personnes vivant dans des zones de faible altitude d'évacuer et de se réfugier sur des terrains plus élevés. Le Premier ministre a exhorté les responsables du district à acheminer rapidement des vivres aux sinistrés. Plusieurs pays d'Afrique de l'Est, dont le Kenya et le Burundi, sont frappés ces dernières semaines par des précipitations supérieures à la normale. Face à l'inquiétude croissante d'une attaque de l'armée israélienne à Rafah, le président égyptien a réitéré jeudi son opposition à cette initiative. Abdel Fattah al-Sisi redoute en particulier l'arrivée massive de Palestiniens sur son territoire, la ville à la frontière égyptienne abritant au moins 1 million de Palestiniens.
Depuis les développements dont la région a été témoin au cours des derniers mois et la guerre israélienne contre la bande de Gaza, la position égyptienne a été dès le premier instant de rejeter complètement tout déplacement des Palestiniens de leur terre vers le Sinaï ou tout autre endroit afin de protéger la cause palestinienne de la liquidation et de défendre la sécurité nationale de l'Égypte. Les États-Unis, fidèles alliés d'Israël, ont aussi exprimé leur opposition à l'invasion de Rafah au regard des risques de catastrophe humanitaire. Abdel Fattah al-Sisi appelle à un cessez-le-feu. Notre détermination à œuvrer largement pour parvenir à un cessez-le-feu et à assurer l'accès de l'aide humanitaire, ainsi que nos efforts pour établir l'État palestinien indépendant et souverain, afin que les Palestiniens obtiennent leurs droits légitimes, restent inébranlables. Mais Israël reste convaincu que les responsables du Hamas se cacheraient dans un réseau de tunnels de Rafah avec des otages comme boucliers humains. Au Brésil, la ville de Belém, capitale de l'État du Pará, a organisé des obsèques pour inhumer dignement les 9 migrants retrouvés morts sur leur bateau au large de la côte nord de l'Amazonie brésilienne. Les personnes décédées ont été enterrées lors d'une cérémonie laïque organisée par des ONG telles que l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, la Croix-Rouge et l'Organisation internationale pour les migrations, avec l'appui des forces de police brésiliennes, de la marine et des agences de défense civile. Aucune des victimes n'a été identifiée, mais les documents retrouvés sur le bateau indiquaient qu'il s'agissait de migrants maliens et mauritaniens et qu'ils auraient pris la mer le 17 janvier. L'embarcation d'environ 12 mètres qui les transportait contenait 25 imperméables et 27 téléphones portables, ce qui laisse supposer que le nombre initial de passagers était nettement plus élevé. En 2021, au moins 7 bateaux en provenance d'Afrique du Nord-Ouest ont été retrouvés dans les Caraïbes et au Brésil. Tous transportaient des cadavres, comme le bateau retrouvé à Pará. Le décret du 13 novembre 2006. Suite à la démission officielle du Premier ministre haïtien Ariel Henry, le Conseil présidentiel de transition du pays plongé dans le chaos a prêté serment jeudi. La cérémonie s'est déroulée dans un premier temps au palais présidentiel, puis au bureau du Premier ministre, connu sous le nom de Villa d'accueil, en présence de représentants du corps diplomatique et de la société civile. Aujourd'hui est donc un jour important dans la vie de notre chère République. Ce jour, en effet, ouvre la perspective d'une solution dont l'objectif fondamental, faut-il le rappeler, est d'adresser la crise multidimensionnelle que connaît le pays en vue d'arriver à un dénouement définitif. Composé de 9 membres, le Conseil a été mis en place par la communauté des Caraïbes pour faire face à la crise haïtienne. Il désignera une commission électorale provisoire et établira un Conseil national de sécurité. Le racisme en ligne visant les joueurs de football gagne du terrain. Rio Ferdinand sonne l'alerte. L'ancien capitaine de l'équipe d'Angleterre s'exprimait mercredi à Londres lors d'une campagne contre la pratique. Il estime que la riposte traîne les pieds. Quelles devaient être les conséquences pour les individus qui font cela ou les conséquences pour les plateformes des médias sociaux qui autorisent ces choses? Les personnes qui prennent ces décisions ne sont pas victimes de tels abus parce qu'elles ne sont pas noires, parce qu'elles ne sont pas des personnes de couleur, parce qu'elles ne ressentent pas cette discrimination. L'ex-capitaine craint que la tempête d'insultes raciales sur les médias sociaux ne puisse entraver les performances des athlètes. Les pleurs de Vinicius Junior lors d'une conférence de presse restent d'actualité. Cela m'a brisé le cœur de voir un jeune enfant qui fait ce qu'il aime. Il participe à une conférence de presse et tout ce qu'on lui demande, c'est ce qu'il déteste. On vous a fait venir dans cette salle pour parler de ce que vous aimez, mais tout ce dont vous parlez, c'est de ce que vous détestez. Vous n'entendez pas Saka en parler parce qu'il ne veut probablement pas le faire. Parce qu'il est fatigué de devoir parler de ces choses. Il veut parler des choses positives qui se passent dans sa vie. Mais il ne faut pas oublier ce qui peut se passer dans sa tête. Marcus Rashford et Bukayo Saka, entre autres, ont été victimes d'insultes après avoir manqué un penalty lors de la finale de l'Euro 2020, perdu par l'Angleterre.
supplies or whatnot, but